vous tous, c'est la première fois que vous faites le cours de système d'exploitation Linux. Vous utilisez les systèmes d'exploitation seulement Windows ou quoi? Le plus souvent, vous utilisez le système d'exploitation Windows. Et c'est le système que vous maîtrisez le plus, quoi. Maintenant, si vous voulez suivre aisément ce cours, forcément, vous devrez faire quoi? Vous devrez aller sur la plateforme et essayer de regarder la mise en place d'un environnement de VirtualBox. Et sur le VirtualBox, vous essayez maintenant d'installer l'environnement Ubuntu. Maintenant, je vous conseille d'installer Ubuntu 20. Pas Ubuntu 22 ni Ubuntu 18. Pour le moment, vous pouvez installer Ubuntu 20. Le pourquoi Ubuntu 20? Parce que c'est la version pour le moment la plus stable et c'est la version la plus récente, la plus stable. Et je vais vous partager un environnement d'un système d'exploitation utilisant le système Unix pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe, quoi. Il y a parmi vos camarades, il y a quelqu'un qui a dit qu'il l'a installé. C'est Etienne. Ok, c'est bien. Bien de l'avoir installé et puisque c'est l'environnement sur lequel on va travailler, raison pour laquelle il va falloir que vous ayez l'environnement pour qu'on puisse maintenant faire ce que nous voulons faire. Là, je vais partager avec vous une machine virtuelle où vous avez l'environnement Linux. Vous voyez le partage, n'est-ce pas? La machine qui est là est une machine où j'ai installé un système d'exploitation et c'est le système d'exploitation Linux que j'ai installé à l'intérieur. Et une fois que vous avez installé le système d'exploitation Linux, il va vous amener l'environnement qui est similaire avec ce que vous avez. Mais pour le moment, vous n'aurez pas certains fichiers parce que moi, j'ai mis certains dossiers, des fichiers sur le bureau. Mais une fois que vous avez lancé, vous avez seulement l'onglet de base, à savoir Corbeil, et l'onglet d'origine bureau, quoi. Le reste, vous ne l'aurez pas. Et maintenant, sur cet environnement qu'on va essayer de travailler, et pour faire le travail, cela veut dire qu'on va essayer de comprendre les notions qui font référence à quoi? Qui font référence à ce qu'on appelle la notion de shell. Vous allez comprendre maintenant quelle est la définition qu'on peut donner à shell, quels sont les différents types de commandes qu'on peut utiliser sous Linux. Parce que sous Linux, c'est un peu différent avec ce que vous faites dans l'environnement Windows. Dans l'environnement Windows, si vous voulez par exemple créer un dossier, vous partez sur là où vous voulez créer le dossier, vous faites quoi? Clic droit et vous faites quoi? Nouveau et vous choisissez un dossier et vous renommez ce dossier. Maintenant, là, pour créer un dossier, on a deux manières. Soit on peut passer par la méthode Windows, comme aussi on peut passer par la méthode en ligne de commande. Et le plus souvent, ce sont ces méthodes en ligne de commande qu'on va essayer d'utiliser. Pourquoi je vous parle de ligne de commande? Si vous regardez ici, j'ai ce qu'on appelle un terminal. Un terminal, cela veut dire c'est l'endroit où on va essayer de faire tout ce que nous voulons faire. Cela veut dire la création de dossiers, le fait de se déplacer dans les environnements, le fait de faire tout ce que nous voulons faire. Ok, en ce moment, tu dis que l'université dispose de machines virtuelles. Vous pouvez faire la demande et ils seront à notre disposition. Ok, c'est possible, oui. C'est possible de leur demander de mettre des ressources à notre disposition. Et peut-être que d'ici la semaine prochaine, on va essayer
d'avoir la ressource nécessaire pour qu'on puisse maintenant faire les TP. Maintenant, je préfère, pour ne pas que vous dépendez, quoi. Vous devrez aussi être capable de faire quoi? De mettre en place l'environnement que vous voulez à votre disposition. De ne pas rester seulement sur les outils que l'université Cheikh Hamidou, université numérique de Cheikh Hamidou Kane met à votre disposition. Vous-même, vous devrez être capable de créer vos propres machines. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez faire en local sans pour autant dépendre de la connexion de l'université. Ça veut dire les ressources de l'université. En ce moment. Maintenant, une fois que vous ayez l'environnement, cela veut dire quoi? Il va falloir qu'on comprenne la notion de fichier, la notion de shell, la notion de commande, etc. Parce que l'environnement Linux fonctionne sur des commandes que vous allez taper sur le terminal. Supposons, si je veux me déplacer dans un environnement donné, je vais me déplacer sur un répertoire pour aller chercher là-bas le nom des fichiers, soit le nom des dossiers qui se trouvent là-bas. Je vais utiliser des commandes qui me permettront maintenant de se déplacer. Si je veux créer un fichier, soit si je veux créer un dossier, c'est à moi de taper la commande qui me permet de créer le dossier. Si je veux accorder des droits, cela veut dire que je veux que sur ce fichier-là, j'ai l'ensemble des droits de lecture, d'écriture. C'est à moi de taper la commande qui me permettra maintenant d'avoir l'ensemble des droits. Si je veux restreindre à des utilisateurs l'accès à certains fichiers pour faire des modifications, c'est à moi aussi de les indiquer à l'intérieur. Donc, le fichier et les droits, on va utiliser des commandes pour créer ces fichiers, pour se déplacer des fichiers. Mais sans plus tarder, je vais essayer de vous poser une question. C'est quoi un système d'exploitation? Si vous comprenez très bien l'environnement où vous travaillez avec Windows, est-ce qu'on peut répondre c'est quoi un système d'exploitation? Et quel est le système d'exploitation que vous utilisez dans l'environnement Windows? C'est quoi un système d'exploitation? Et quel est le nom complet du système d'exploitation que vous utilisez dans l'environnement Windows? Ok, selon en ce moment, un système d'exploitation, je n'ai pas dit un système d'application, système d'exploitation. Système exploitation. Oui, système d'exploitation qui est différent de système d'application. Tu dis que c'est un système qui bonjour, permet... monsieur. Oui, bonjour. Voilà. On peut dire qu'un système d'exploitation est un logiciel voilà, installé sur une machine voilà, et qui permet un dialogue entre l'homme et cette dernière, et la machine. Ok. Donc, Oui. de manière simple, on peut dire que le système d'exploitation, c'est un logiciel qu'on installe sur une machine. Maintenant, c'est l'existence de ce système-là que la machine peut dialoguer avec l'utilisateur. Maintenant, l'utilisateur, ça peut être l'homme, ça peut aussi être des processus qu'on lance, quoi. Et quel est le nom que vous avez sur le système d'exploitation que vous utilisez dans l'environnement Windows? Dans l'environnement Linux, quel est Windows? Quel est le nom du système d'exploitation? On l'appelle Microsoft
Windows 11. Windows 11, c'est la version. Windows 11, c'est la version que vous avez installée. Mais le nom du système d'exploitation, on l'appelle Microsoft Windows. Le nom du système d'exploitation, c'est le Microsoft Windows. Et ce nom-là, on peut installer des systèmes avec des versions. C'est Microsoft Windows qui est le nom. Maintenant, quel est le nom du système d'exploitation que vous utilisez avec vos téléphones Android? Quel est le nom du système d'exploitation que vous utilisez avec votre téléphone Android? Son nom, c'est Android, quoi. OK, maintenant, quel est le nom du système d'exploitation que j'utilise sur le partage qui est là? Sur l'écran, ce que vous voyez, quel est le nom du système d'exploitation? C'est le système d'exploitation Linux. OK. Donc, en quelque sorte, le système d'exploitation que vous utilisez sur un appareil permet entre l'appareil et l'utilisateur de pouvoir communiquer. Si vous n'avez pas ce système d'exploitation-là, vous ne pouvez pas installer d'autres logiciels. Donc, pour que l'appareil que vous utilisez puisse fonctionner correctement, puisse exécuter des tâches, il va falloir que l'appareil dispose d'un système d'exploitation. Et maintenant, nous, on ne va pas étudier le système d'exploitation Windows, on ne va pas étudier le système d'exploitation Android. Mais l'objectif de ce cours-là, c'est le système d'exploitation qu'on appelle Linux. Et ce système d'exploitation Linux va fonctionner suivant des tâches bien définies. Et maintenant, à l'issue de ce cours-là, vous devrez maintenant être capable d'abord de comprendre les notions de base de système Linux, ensuite de comprendre les notions de base de ce qu'on appelle fichier, les notions de base de ce qu'on appelle shell, et aussi essayer de faire la programmation shell. Dans les normes, on devrait directement venir faire la programmation shell directement. Mais puisque c'est la première fois que vous faites le système Linux, on va essayer de commencer à zéro jusqu'à avoir les notions de base avant de continuer sur ce qu'on appelle la programmation shell. On va essayer aussi de parcourir ce qu'on appelle l'arborescence des fichiers, comment faire la navigation dans un système de fichiers, comment faire la recherche de fichiers, comment attribuer ce qu'on appelle les liens symboliques et les liens physiques, comment faire la gestion des droits au niveau des fichiers, soit au niveau des dossiers. On va aussi essayer de faire ce qu'on appelle les outils de traitement de texte, comme ce que vous avez pour Word, Excel et PowerPoint. On peut aussi avoir ça à partir de ce qu'on appelle LibreOffice. LibreOffice, ça permet de faire le traitement de texte comme ce qu'on fait dans Windows, dans Office, avec les versions différentes. Ensuite, on va essayer de faire ce qu'on appelle les outils d'administration, à savoir comment fait-on la gestion des logiciels, comment fait-on la gestion des processus et comment voir les informations du système et les informations des systèmes réseau. Maintenant, et on va terminer sur la partie qu'on appelle la programmation shell. Une fois cela est maîtrisé, on va passer à la partie qu'on appelle la programmation shell. Cela veut dire on va essayer de comprendre ou bien de connaître l'utilisation des commandes shell sous Linux, savoir programmer des scripts shell. Voilà ce qui nous attend sur ce cours-là. Et je pense que vous avez essayé de regarder la première partie, à savoir séquence 1, là où on parle de généralité, de shell, de commandes et des aides en ligne. Vous avez regardé cette partie-là? Ou bien vous n'avez pas encore regardé
les supports du cours. Vous n'avez pas regardé les supports du cours. Si, ok. Maintenant, si vous aviez regardé les parties du cours, je pense que vous pouvez maintenant me dire quelle est la différence entre Linux et Unix. Vous pouvez me donner la différence entre Linux et Unix. Quelle est la différence entre Linux et Unix? Parce qu'il faut qu'on connaisse la différence entre ces deux-là pour qu'on puisse maintenant définir. Je veux dire, quelle est la différence entre Unix et Linux? Quelle est la différence entre Unix et Linux? Ok. Pour toi, Ansouman, Linux est le label de la famille Unix. Et Linux, le noyau. Maintenant, regardez, je vais partager avec vous mon support de cours sur les systèmes d'exploitation. Ensuite, on essaie de parcourir les entités de Unix, ensuite les entités de Linux, pour que vous puissiez avoir une idée, quoi. Ensuite, on va essayer maintenant de revenir sur le cours proprement dit, d'accord? Je vais partager avec vous pour qu'on essaie de discuter sur cette partie-là. Ok, c'est bien. Quelle est la problématique qui a poussé les gens à faire une étude sur les systèmes d'exploitation? C'est par rapport à ce que nous venons de dire tout à l'heure, pour que les programmes puissent s'exécuter de façon portable et efficace, il faut pouvoir gérer simultanément, à savoir la multiplicité des différentes ressources et aussi la complexité des composants de chacune d'elles. À savoir, il y a certains logiciels. Pour que ces logiciels-là puissent être exécutés, il va falloir que ces logiciels-là soient installés sur un système. Et ce système-là va faire une interopérabilité entre le logiciel que vous installez et maintenant l'application que ce logiciel-là va fournir comme solution.
ne sont pas des systèmes d'exploitation les interprètes de commande, les fenêtres de fenêtrage, les utilitaires, les compilateurs et les éditeurs. Ça, ce ne sont pas des systèmes d'exploitation. Comme par exemple, quand vous prenez Word. Word n'est pas un système d'exploitation, mais c'est une application qui permet de faire le traitement du texte. Comme par exemple, quand vous prenez un logiciel qui permet de fournir une application donnée, n'est pas considéré comme un système d'exploitation, mais c'est un logiciel qui permet de donner seulement une application que vous voulez réaliser. Mais ce logiciel-là, pour fonctionner, a besoin d'un support. Et le support, c'est le système d'exploitation. En fait, tous ces programmes s'exécutent dans un mode non privilégié car ils n'ont pas besoin d'un accès privilégié au matériel. En revanche, le système d'exploitation fonctionne typiquement en mode privilégié pour pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités du processus. Si vous installez un système d'exploitation, le système d'exploitation a la possibilité d'accéder sur l'ensemble des logiciels que vous installez sur la machine. Mais une application, ça veut dire un logiciel d'application, ne peut pas accéder sur l'ensemble des systèmes d'exploitation. C'est l'inverse qui va se faire. Donc, le système d'exploitation est protégé par le matériel contre les erreurs de manipulation. Après, on va y revenir pour voir c'est quoi le DOS, c'est quoi les anciens IBM de PC. Le but d'un système d'exploitation est de charger le programmeur d'une tâche de programmation énorme et fastidieuse et de lui permettre de se concentrer sur l'écriture de son application. Ça permet aussi de protéger le système des usagers de fausses manipulations. Ça permet d'offrir une vue simple, uniforme et cohérente de la machine et de ses ressources. Et là, vous avez quoi? Une architecture, soit une structure d'un système informatique moderne. Vous avez quoi? Les ressources matérielles. Et c'est les ressources que vous disposez sur l'appareil. Ensuite, une fois que vous avez ces systèmes-là, vous avez le système d'exploitation qui doit être installé. Vous avez le système Mac, vous avez le système Windows, vous avez le système Linux. Ensuite, vous avez les applications et les programmes du système que vous installez. Et enfin, vous avez les utilisateurs qui peuvent accéder sur les ressources, soit sur le matériel proprement dit. Donc, en quelque sorte, un système informatique a besoin de quoi? A besoin de ressources matérielles. Ça peut être l'ordinateur tout neuf qu'on n'a pas encore installé quoi que ce soit. Ça peut être le téléphone portable que vous avez acheté, que vous n'avez rien mis à l'intérieur. Ça peut aussi être l'imprimante que vous avez achetée, que vous n'avez pas encore installé le logiciel qui lui permet d'interagir et d'imprimer. Vous avez aussi les clés USB, soit les clés Wi-Fi, etc. D'accord? Maintenant, une fois que vous avez acquis le matériel, vous allez installer suivant le système que vous voulez installer sur le matériel. Ça peut être le système d'exploitation Mac, ça peut être le système d'exploitation Windows, ça peut être le système Linux, ça peut aussi être le système Android, quoi. Maintenant, une fois que vous avez installé le système d'exploitation, vous allez maintenant installer les applications que vous voulez. Et une fois que les applications sont installées, vous pouvez maintenant utiliser la machine convenablement, sans problème. OK? Le matériel va fournir les ressources de calcul. Les systèmes d'exploitation vont contrôler et coordonner l'utilisation des ressources par les applications et les utilisateurs. Les applications vont offrir des solutions pour résoudre les besoins de calcul des utilisateurs. Et les utilisateurs, ce sont les personnes, ça peut être des ordinateurs, etc.
Le matériel, ça peut être quoi? Le CPU, ça peut être les mémoires, ça peut être les périphériques d'entrée et de sortie, les systèmes, les applications, ça peut être quoi? Des applications bureautiques, des compilateurs, des navigateurs web, des bases de données, des jeux vidéo, etc. Voilà en description ce que vous avez ici. La description est donnée sur cette partie-là. Donc, si nous voulons définir c'est quoi un système d'exploitation, en anglais on l'appelle operating system, est un logiciel qui permet aux utilisateurs d'utiliser les logiciels installés sur l'ordinateur, d'accéder aux périphériques de manière simple, de stocker et de traiter les données et les informations brutes. Voilà de manière simple une définition qu'on peut avoir sur un système d'exploitation. Ça permet aux utilisateurs d'utiliser les logiciels installés sur l'ordinateur, d'accéder aux périphériques de manière simple, de stocker et de traiter les données et les informations brutes. Et les systèmes d'exploitation les plus connus du grand public sont Microsoft Windows, Mac OS, Linux qui fait partie de la famille des OS Unix, Android, etc. Voilà les systèmes d'exploitation les plus connus au grand public. Maintenant, un système d'exploitation fournit un environnement pour l'exécution des programmes des utilisateurs, à savoir les interfaces utilisateurs, l'environnement d'exécution des programmes, les opérations d'entrée et de sortie, la manipulation du système de fichiers, le support de communication à travers un réseau et le mécanisme de détection d'erreurs. Maintenant, sans plus tarder, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire parvenir. Si vous avez des questions, vous pouvez les faire parvenir avant que j'avance sur la première partie. Avez-vous des questions? On peut avancer. Ok, donc on va continuer. Je vous avais posé la question à savoir la différence entre Unix et Linux. Et vous m'avez répondu que Linux fait partie de la famille de Unix. Donc, Unix est un système d'exploitation moderne, complet et efficace, disponible sur la plupart des ordinateurs vendus, du PC au supercalculateur, à savoir Cray. C'est pourtant un système ancien, puisque son histoire remonte à la fin des 60. Donc, son architecture ouverte et sa grande diffusion dans les centres de recherche et les universités lui ont permis d'évaluer en intégrant de nombreuses améliorations. Le pourquoi les gens, cela veut dire les scientifiques dans le cas général, utilisent le système Unix au détriment du système Mac OS, soit au détriment du système Windows. Parce que là, c'est libre accès. C'est à nous d'installer les logiciels que nous voulons, sans payer quoi que ce soit,
c'est libre, quoi, accès libre. Par contre, sous Windows, il y a certains logiciels, pour les installer, il faut que vous ayez quoi? La licence. Or, pour avoir la licence, il y a deux possibilités. Soit on achète, soit on vole. Pour voler, ça veut dire on fait le craquage, quoi. Soit on achète la licence, soit on va voler dans l'environnement Windows. Mais dans l'environnement Linux, il y a une communauté qui développe des applications et ils vont mettre maintenant ces applications-là à toute personne désirant l'installer dans l'environnement. En quelque sorte, c'est une collaboration et c'est un partage des ressources dans ces environnements-là. D'où la nécessité, dans le monde universitaire, les gens, ça veut dire les gens avertis, quoi, les scientifiques, pour ne pas avoir des contraintes d'achat des licences, ils optent à travailler dans l'environnement Linux. Parce que là, vous n'avez pas de contraintes. Il faut avoir seulement les notions de base dans l'environnement Linux pour pouvoir maintenant installer, désinstaller, apporter des modifications sur tous les logiciels que vous voulez mettre en place. Donc aujourd'hui, Unix est très utilisé en informatique scientifique et pour les serveurs réseau. La grande majorité des serveurs sur Internet fonctionnent sous Unix. Par contre, sa relative complexité d'utilisation l'écarte des applications grand public. Si vous n'êtes pas averti, vous ne pouvez pas utiliser le système parce qu'il faut que vous maîtrisez l'environnement. Si vous ne maîtrisez pas l'environnement, vous ne pouvez pas y travailler. Raison pour laquelle ceux qui ne sont pas des scientifiques, ils n'ont pas beaucoup de notions de base, on va leur pousser à utiliser l'environnement Windows au détriment de l'environnement Linux. Mais sachez que si vous voulez devenir un bon scientifique, vous devrez être capable de comprendre et de maîtriser l'environnement du système d'exploitation Unix. Unix est un système d'exploitation multitâche, multi-utilisateur. Le fonctionnement multitâche est assuré par un mécanisme préemptif et le système interrompt autoritairement la tâche en cours d'exécution pour passer la main à la suivante. Ceci évite tout risque de blocage du système à la suite d'une erreur survenant dans un programme utilisateur. La cohabitation simultanée de plusieurs utilisateurs est rendue possible par un mécanisme de droit d'accès s'appliquant à toutes les ressources gérées par le système. Je vous avais dit au début que le système d'exploitation Linux va offrir la possibilité à un utilisateur de pouvoir accorder des droits d'accès sur les ressources. Ça peut être un fichier, ça peut être un dossier, ça peut aussi être un répertoire où vous avez plusieurs dossiers et plusieurs fichiers. Et vous pouvez dire, OK, tel utilisateur a la possibilité d'ouvrir tel fichier, mais n'a pas la possibilité de modifier, soit de supprimer. Tel utilisateur a la possibilité de faire tout, de faire la lecture, de faire des modifications et de supprimer aussi, quoi. Et on peut dire, OK, tel utilisateur, vous avez la possibilité d'accéder sur tel répertoire et vous avez ces droits-là. Et tel autre, vous n'avez pas le droit d'accéder sur ces répertoires. Et tout cela, ça peut être géré par l'environnement Linux. Par contre, dans l'environnement Windows, il va falloir que vous créiez un partage. Et sur ce partage-là, vous choisissez quelles sont les personnes que vous voulez que ces personnes-là accèdent sur le dossier partagé, soit sur le fichier partagé. Donc, le système d'exploitation Unix est composé de 4 couches. Il y a ce qu'on appelle la couche kernel, qui est le noyau. Il y a ce qu'on appelle les API. Les API, c'est l'interface d'application de programmation. Il y a aussi les outils et les utilitaires. Et enfin, vous avez les shells. Le kernel, c'est le cœur du système qui gère l'accès au matériel, l'exécution des applications sur le processeur et fournit l'environnement d'exécution des programmes à l'utilisateur.
Les API, par contre, fournissent une interface aux programmeurs pour avoir accès aux fonctionnalités du système. Les outils et les utilitaires, c'est un ensemble de logiciels spécialisés avec des noms standards permettant de faire les tâches au quotidien. Et ces tâches-là, ce sont les commandes. Et enfin, vous avez quoi? Le shell. Ça permet aux utilisateurs de lancer les utilitaires. Donc, en quelque sorte, un système d'exploitation Unix a 4 couches, à savoir le noyau, les API, les outils et les utilitaires et les shells. Le noyau, on l'appelle le kernel. Et là, vous avez l'architecture du système Unix. Le shell, c'est la couche en haut qui permet maintenant aux utilisateurs de pouvoir accéder sur les logiciels et de faire de déclencher des actions. Ensuite, les utilitaires et les outils vont permettre à la personne de pouvoir dialoguer avec le noyau du système en passant par les API qui est l'interface de programmation, quoi, application programming interface. Et le noyau peut avoir plusieurs versions. Et comment fait-on pour différencier les versions de ces noyaux? Vous en avez X, soit Y, soit Z. Vous avez quoi? Le numéro de la version de Linux suit une logique bien précise. La version antérieure à la 2.6. Le X veut dire quoi? Numéro majeur. C'est incrémenté lors de la refonte du système. Le Y, c'est le numéro mineur qui est incrémenté lors d'amélioration substantielle du système. Et les versions stables, ce sont les versions paires. Et les versions instables, c'est les versions impaires. Supposons quand je vous dis d'installer sur une machine virtuelle Ubuntu 20. Cela veut dire quoi? L'Ubuntu 20, c'est une version, vous avez quoi? 20.04. 20 X04. La version impaire, quand vous prenez Ubuntu 21, ça veut dire quoi? Que c'est une version impaire qui est réservée uniquement aux programmeurs qui sont capables maintenant de déceler les erreurs et de pouvoir les corriger. Et la version paire est réservée aux gens, au grand public. Et la version impaire est réservée aux développeurs avertis qui donnent maintenant leurs appréciations afin qu'on puisse évoluer vers une version paire. Donc, quand vous voulez utiliser Linux, il va falloir que vous installez une version paire. Si vous êtes pour le moment apprenti, quoi. Mais dès lors que vous avez les notions de base, vous avez les notions de programmation beaucoup plus poussées, vous pouvez maintenant participer à la stabilisation de la version en proposant quoi? En proposant des modèles en disant, OK, telle partie, il va falloir qu'on évolue et qu'on ajoute telle chose pour que ça soit être stable. Parce que pour le moment, ce n'est pas stable. Ce sont ces gens-là maintenant qui utilisent la version impaire. Maintenant, la version paire est laissée uniquement au grand public, cela veut dire aux gens qui n'ont pas la possibilité d'interagir avec le système et de trouver, soit de déceler les erreurs. Donc, les distributions rassemblent les composants d'un système dans un ensemble cohérent et stable dont l'installation, l'utilisation et la maintenance sont facilitées. Une distribution GNU Linux oui, Ansouman Michel. Voilà, monsieur, c'est par rapport à la version. Oui.
parfois même sur Ubuntu, on voit par exemple, on met 20.04 LTS, quoi, le long terme service, hein? Je crois que c'est ça. Okay. Maintenant, le LTS, ça fait référence à la version grand public, quoi. Stabilité et pour grand public. D'accord. D'accord. Ok, si. On peut avoir une version paire non LTS, quoi. Ça veut dire qu'on n'a pas encore donné la version réservée au grand public. On est passé d'une version paire, d'une version impaire vers une version paire, mais on n'a pas encore dit que c'est utilisable par le grand public, quoi. C'est utilisable par une entité, mais pas pour l'ensemble, quoi. Mais dès lors que vous voulez utiliser Linux, je vous conseille d'utiliser une version paire et une version LTS, quoi. Une version paire avec LTS. Donc, je disais qu'une distribution GNU Linux est un package offrant le noyau Linux, généralement avec des personnalisations mineures, un dépôt de logiciels libres ou non, avec un système de gestion de logiciels, des packages de ménager, éventuellement des logiciels spécifiques à la distribution. Il existe plus de 200 distributions classables en 3 catégories. Distribution généraliste complète, comme Fedora, comme Debian. Une distribution spécialisée comme IPconf pour les firewalling et une distribution de test ou livecd qu'on appelle Carnopix. Mais vous allez utiliser une distribution généraliste, quoi, complète, qui va utiliser soit Debian, soit Fedora, soit Linux, quoi, Ubuntu. Linux est utilisé par ces 40 millions d'adeptes pour mettre en place les serveurs d'Internet, puisque je vous avais dit tout à l'heure que la majeure partie des serveurs qu'on contacte sur Internet utilisent le système Unix. Pour installer quoi? Des serveurs web, pour faire le routage, pour faire le transfert de fichiers avec le protocole FTP, pour mettre en place des pare-feux, les firewalls, pour mettre en place des DNS, ça veut dire des noms de domaine, pour mettre en place des serveurs de téléphonie sur IP, etc., etc. Ensuite, pour être utilisé comme étant serveur d'impression et de fichiers, pour aussi être utilisé comme étant des serveurs d'application, comme étant des supercalculateurs, comme les stations de travail pour les calculs scientifiques, comme aussi des stations de travail bureautiques, etc. Pour les stations de travail bureautique, vous allez utiliser Ubuntu Desktop. C'est le Ubuntu Desktop qui vous donne la possibilité d'avoir un travail de bureau. Mais quand vous utilisez Ubuntu Server, ça, votre Ubuntu est laissé. Vous allez seulement travailler en ligne de commande. Vous n'avez pas la partie bureau. Et là, ce sont ce qu'on appelle la partie Ubuntu Server. C'est quoi un shell Unix? Un shell est un programme qui permet aux utilisateurs de lancer d'autres programmes. Est une couche logicielle servant d'interface entre les utilisateurs et le système d'exploitation Unix. Et une des innovations majeures d'Unix a été la séparation du système d'exploitation et du shell. Puisque la notion du cours, c'est programmation shell, vous devrez aussi être capable de définir c'est quoi un shell. D'accord? Quel est l'utilitaire de shell? Donc, par définition, voilà ce qu'on peut dire par rapport à shell.
Shell est un programme qui permet aux utilisateurs de lancer d'autres programmes. Est une couche logicielle servant d'interface entre l'utilisateur et le système d'exploitation. C'est aussi une des innovations majeures d'Unix qui permet la séparation du système d'exploitation et le système shell. Si vous regardez à partir de ce schéma-là, l'utilisateur va émettre des requêtes d'entrée au niveau du système via le shell et le shell va répondre en contactant le système d'exploitation directement. Maintenant, il existe deux types de shell. Shell en mode texte et shell en mode graphique. Shell en mode texte, ce sont des entrées sous forme de texte avec des commandes. Ce sont aussi des sorties textuelles formatées ou non. Ça peut aussi être l'utilisation orientée administration. Autre appellation, c'est terminal ou console. Par rapport à ce que je vous avais partagé tout à l'heure sur l'environnement de Linux, vous avez déjà la notion de terminal. Ce que vous voyez en premier, ce que je vais partager, c'est ça qu'on appelle un terminal. C'est là où je vais taper les commandes et qui va maintenant exécuter via le système d'exploitation. Pour les shells graphiques, ce sont des entrées sous plusieurs formes. Mais cette fois-ci, ce n'est pas des entrées sous forme de commandes. Ça peut être des entrées textuelles, ça peut être la souris, ça peut être des touches. On peut aussi avoir des sorties au format quelconque sous forme de fenêtre. On peut aussi avoir l'utilisation comme ordinateur personnel. On peut aussi avoir d'autres applications, à savoir les guides pour les gestionnaires de bureau. L'emploi maintenant du mot shell sous Unix, sans autre précision, fait généralement référence au shell orienté texte, ça veut dire en ligne de commande, pour des raisons historiques. Quand je vous dis, par exemple, je vais faire la programmation shell, vous faites référence seulement au mode shell textuel, mais pas en mode graphique. Je peux aussi contacter des services à partir de ce qu'on appelle les services SSH. Maintenant, on peut aussi chercher quelles sont les différentes shells qu'on a installées sur. Là, on va y revenir parce que puisqu'on n'a pas encore vu les commandes, on va y revenir à l'intérieur pour qu'on puisse avoir la possibilité de pouvoir faire ça. Maintenant, dans l'environnement Linux, on peut avoir les terminaux et un terminal peut être, ça peut ressembler à quelque chose que vous avez ici. Ça, c'est un terminal. Ça aussi, c'est un terminal. Dans les deux cas, vous avez des terminaux. Maintenant, c'est à partir de ces terminaux-là, en mode texte, que je vais utiliser ce qu'on appelle le shell textuel. Si c'était des shells graphiques, je vais avoir seulement des interfaces graphiques qui vont maintenant me renvoyer la possibilité d'avoir quoi? La possibilité d'avoir toutes les informations de sortie que je vais avoir. Maintenant, on va essayer de passer un tout petit peu sur ce qu'on appelle les commandes. Une commande est un programme réalisant une tâche spécifique et pouvant être exécuté par un utilisateur au sens large. Maintenant, la syntaxe générale d'une commande, c'est quoi? Le nom de notre commande, les options et les paramètres. Les options, on les a mis entre crochets, ça veut dire que c'est facultatif, quoi. Et aussi, les paramètres aussi, on les a mis entre crochets, c'est facultatif. Et on peut avoir plusieurs types de commandes. Sous Linux, on a plusieurs types de commandes. On va essayer de les voir étape par étape. Par exemple, ici, quand je mets le ls,
Le ls, c'est pour faire quoi? Une liste, c'est pour lister. Je vais lister quoi? Je vais lister le contenu d'un répertoire. Maintenant, le répertoire se trouve sur le fichier home et à l'intérieur de ce fichier home, j'ai encore un autre répertoire que j'ai appelé SRA. Supposons, si je veux connaître le contenu d'un dossier, je vais taper la commande ls et je donne maintenant le nom du dossier que je veux chercher. Et là, puisque la majeure partie, vous n'avez pas encore installé le système d'environnement, je vais seulement parler une partie aujourd'hui. Maintenant, la semaine prochaine, on va essayer maintenant de mettre en œuvre et de comprendre l'architecture d'abord et aussi essayer de voir le contenu, quelles sont les commandes que je vais taper pour avoir tel résultat, tel résultat, tel résultat. Quoi. Là, regardez, quand j'ai tapé le ls-l /home/sra, il va donner que ce répertoire-là contient tous ces fichiers. C'est quel fichier? C'est le fichier bureau. C'est documents, images, modèles, musique, public, téléchargement, etc. Et là, avec les droits, quels sont les droits que je peux avoir? Et quelle est la taille du répertoire? Et quelle est la date? D'accord? Et là, tout cela aussi, on va essayer d'y revenir. Mais avant cela, si vous avez des questions, soit des remarques, vous pouvez les faire parvenir, de sorte que la semaine prochaine, si vous tous, vous avez l'environnement, on va essayer maintenant de voir les manipulations qu'on peut faire et de comprendre le principe de fonctionnement du système d'exploitation Unix. Avez-vous des questions? Sinon, je pense ce qu'on peut faire, c'est quoi? Ceux qui ont des machines, installez VirtualBox. Une fois que vous avez VirtualBox, vous installez Ubuntu 20 LTS 20.04 LTS. Et quand vous installez Ubuntu 20.04 LTS, on va essayer maintenant de comprendre l'architecture, de comprendre les notions de commande, les notions de fichier, les notions de dossier, les notions de shell, etc. Ensuite, on va essayer maintenant de passer aux étapes beaucoup plus poussées à l'avenir. Mais je pense que le mercredi prochain, il y a un tutoriel. Sur la plateforme, il y a un tutoriel. Si vous suivez le tutoriel, vous allez maintenant installer tout. Sinon, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez sur YouTube et vous aurez les étapes pour installer Ubuntu sur VirtualBox. Vous tapez d'abord comment installer VirtualBox, comment installer Ubuntu sur VirtualBox. Et là, vous aurez toutes les informations utiles dans l'environnement sur YouTube, par exemple. Non, pour le moment, je vous dis, ce n'est pas la version la plus récente, la version la plus stable. La version 22, il y a une version stable, il y a une version qui n'est pas encore stable. Pour que vous ayez des difficultés, quelle est la version stable, quelle est la version instable? Vous allez m'installer seulement Ubuntu 20 LTS 20.04 LTS pour que vous ayez une version stable complètement. Installez-moi 20.04 LTS. Pour les versions 22, il y a des versions
stables, comme aussi il y a des versions instables. Pour que vous ayez des difficultés, pour que vous n'ayez pas de difficultés, quelle est la version 22 stable, la version 22 non stable? Vous tous essayez de m'installer Ubuntu 20.04 LTS. Vous pouvez aussi installer la version 22, hein, mais 22.04 LTS. Vous pouvez installer la version 22.04 LTS aussi. Mais de préférence, je vous conseille de m'installer Ubuntu 20.04 LTS avant de venir pour le cours prochain. Ok. Maintenant, je pense que la semaine prochaine, on va commencer à partir de 10h15, comme ça, d'accord? La semaine prochaine, on va commencer à partir de 10h15, au plus tard 10h30, quoi. Ok. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ne pas turber et perturber ceux qui ne sont pas connectés, soit ceux qui sont venus en retard. On va s'arrêter là aujourd'hui et à la semaine prochaine. Qui est le responsable du groupe? Qui est le responsable du groupe? Qui est le responsable du groupe? Ou bien vous n'avez pas de responsable jusqu'à présent? Vous n'avez pas encore de responsable. Maintenant, qui se porte volontaire en ce moment-là? Oui, ils sont 3. C'est qui et qui? Maintenant, parmi ces 3-là, il y a quelqu'un qui est le responsable, le coordinateur de tout, quoi. Ok. Donc, on laisse à la semaine prochaine, on va essayer de regarder et de partager les informations sur le responsable qui doit être maintenant le point focal, de sorte que si j'ai des informations à faire passer, je vais d'abord le contacter et il va faire passer l'information dans le groupe. Ok, merci. À la prochaine, Inch'Allah.